Bienvenue dans cette émission spéciale photo avec Claude Chose. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? On va parler évidemment de votre travail tout à l'heure. On parlera de l'Aubrac notamment, de Soulages aussi. Hein. Oui. Mais vous avez convié aussi un autre photographe. Bonjour, Jackie Martin. Bonjour. Alors, si on se précipite, c'est jusqu'à vendredi, on peut vous voir vos photos prises à Elancourt. Tout à fait. Je décroche vendredi après-midi. Voilà. Donc dépêchez-vous, courez au Prisme à Elancourt. Mais de toute façon, on va parler de votre travail. Puis il y aura d'autres expositions. Je crois qu'il y en aura une autre en septembre à Rambouillet notamment. Tout à fait. Ouais. Et donc on a l'occasion de voir vos photos. Peut-être que vous pouvez nous présenter, Claude, Jackie Martin. Ah, bien sûr. Jackie Martin, on se connaît depuis 1980, quelque chose comme ça. Jackie Martin, à cette époque-là, était président du photoclub d'Elancourt. Ouais. Moi-même, j'étais président du photoclub de Voisins de Bretonneux, qui à l'époque s'appelait Fête Image et Son. Donc, avec Jackie Martin, on a collaboré, mais on a fait surtout une grande collaboration. Nous avons fait réaliser, donc, sur la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, la première biennale d'art photographique de Saint-Quentin en Yvelines. D'accord. Donc, Jackie a été à l'organisation. On a travaillé tous les deux main dans la main, je puis dire. Et cette exposition avait eu un réel succès, puisque nous avions comme invité d'honneur Willy Ronis avec ses photos couleurs. Nous avions Gérard Van Distadt, que connaissait Jackie, donc qui l'a fait venir, et aussi un Yvelinois, Robert Le Batteur, parce que je pense que Robert avait fait une très belle exposition dans un musée qui était pas très loin d'ici. Donc voilà. D'accord. Alors Jackie Martin, comment la photo est venue, est entrée dans votre vie? Je suis tombé dedans tout petit. Hein. Je me souviens, j'habitais à Neaufle-le-Château et j'avais monté un labo photo dans. Vous avez connu Roménie alors Oui, oui tout à fait. Hein? Il était quand il habitait dans la maison, dans une maison qui était en bas, à la limite de Pontchartrain. Et enfin, je ne l'ai pas connu, mais non, vous ne l'avez pas photographié. Je ne l'ai pas photographié, malheureusement. Donc, j'avais monté un labo photo, et puis j'ai continué pendant toute ma carrière, en parallèle à ma carrière professionnelle. Qui était j'étais ingénieur dans l'informatique. D'accord. Et j'ai fait énormément de photographies. Vous avez aussi fait de la formation. Alors j'en fais toujours. Fais toujours. Ouais, la retraite à 64 ans, c'est pas pour moi. Et je continue à faire de la formation. Là, dans 15 jours, je serai à Montauban et à Albi, aller faire de la formation sur la lecture d'images. Donc, je continue un peu moins la prise de vue et beaucoup de formation. Voilà. Beaucoup de formation. Et qu'est-ce qui a changé, au fond, depuis le moment où vous avez commencé la photographie? C'est vrai que les techniques ont extrêmement évolué, hein, beaucoup évolué. Est-ce que au fond, j'allais dire le métier, enfin l'art de la photographie a beaucoup changé? Eh bien, moi j'ai commencé en argentique, les mains dans le révélateur. On en parlait tout à l'heure avec Claude, c'est quand même la base. Lorsqu'on a fait de l'argentique, on comprend mieux le numérique, parce que toute la démarche... c'est mieux d'en avoir fait. Ah oui, c'est mieux d'en avoir fait, parce que toute la démarche qu'on a avec Photoshop ou Lightroom vient de la méthodologie qu'on avait en argentique. Donc on comprend mieux ce qu'on fait avec les masques, le travail par zone. On comprend mieux toute l'approche de la correction d'une image sous Photoshop lorsqu'on a fait avant de l'argentique. Mais c'est vrai que l'argentique, contrairement à votre invité récent, Jean-Pierre Évrard, qui ne travaille qu'en argentique. On a une facilité d'approche qui est quand même confortable, disons. Mais est-ce qu'on... Oui. Surtout pour la couleur, oui. La couleur. Mais alors, on va voir d'ailleurs que vous utilisez beaucoup les techniques modernes. Hein. Mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de, je pose la question à tous les deux, de vertige devant justement l'évolution de la
technologie, et même de questionnement de ce que va devenir, qu'est-ce que ça va être la photo dans les années qui viennent? Est-ce que vous posez ces questions et est-ce que vous avez des réponses d'ailleurs? Ce que je voudrais dire quand même, pour continuer le portrait de mon ami Jackie, c'est qu'il a été pendant presque 10 ans, je crois, président de la Fédération photographique de France, au cours de laquelle il l'a fait vraiment évoluer. Donc il a fait passer d'un cap, je dirais, très traditionnel à un cap plus moderne. Et donc Jackie, il a marqué son passage à la Fédération photographique de France. Donc voilà, je voulais rajouter ça. Il a été rédacteur en chef aussi de Faute Art International. Faute Art International, voilà. Et bon, on a arrêté il y a un peu plus d'une dizaine d'années, qui était un magazine papier assez luxueux et qui était un petit peu compliqué. Ça coûte cher, voilà. Coûte cher. Et là, actuellement, je collabore à un autre magazine qui s'appelle OpenEye, l'œil-ouvert.fr, qui est un magazine uniquement sur Internet, qui est gratuit, hein, donc n'importe qui peut s'abonner. Et hier soir, on a fêté nos 6 ans, hein, et le numéro 31 est sorti ce matin. Hein, c'est tout à fait récent. Il faut aller voir OpenEye. OpenEye.fr, tout le monde peut aller voir et s'abonner pour recevoir tous les 2 mois un lien sur les nouveaux numéros. Et là, on est très axé sur une certaine photographie contemporaine, sans renier la photographie plus traditionnelle. Je reviens à ma question. Donc, oui, vous imaginez ce que va devenir la photo? On parlait de l'intelligence artificielle un peu hors antenne tout à l'heure. Est-ce que ça va changer? On ne sait pas très bien. Hein, là, on sait pas. On est rattrapé par cette technologie qui va très vite, quoi. On ne sait pas. Tout le travail qu'on faisait sous Photoshop, moi j'ai fait beaucoup de photomontage. Je ne sais pas si on les verra tout à l'heure. Voilà un hommage à Alfred Hitchcock. Alors, ça c'est ce que vous appelez des human dogs. Human dogs. Les chiens humains, quoi. Alors Alfred, c'est Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock, parce que là, on retrouve un peu les oiseaux avec un corbeau, une mouette. On retrouve pont de San Francisco. Le pont de San Francisco dans Vertigo. Hein. Donc là, il y a un peu cette évidemment dans ce chien qui est un Saint-Bernard, je crois, hein, c'est ça. Oui. Un peu l'attitude d'Hitchcock. Voilà. C'est vrai qu'on dit souvent que les chiens ressemblent aux hommes. Voilà. Alors, quand je disais, vous utilisez des techniques modernes, là c'est du Photoshop. Alors là, c'est du Photoshop. Là, sur une image comme ça, il y a beaucoup de travail pour arriver à faire les détourages, les prises de vue, adapter. Et puis, le problème, c'est qu'une image comme ça, maintenant, en intelligence artificielle, il suffit de décrire l'image que l'on veut. On dit un studio, attitude d'Alfred Hitchcock, le Golden Gate, un Saint-Bernard, et je pense que Alfred Hitchcock est capable de produire une image proche de celle-ci. Alors, sans travail. L'intelligence artificielle. Voilà, c'est ça la grosse difficulté de l'avenir. On ne sait vraiment pas où on va. Absolument. Hein. Alors, on peut regarder d'autres images de ces human dogs. Voilà. Alors ça c'est le cow-boy, hein, je crois. C'est le cow-boy. Alors bon, ça c'est aussi fait dans un endroit où... ça c'est reconstitué ou est-ce que vous avez pris le faux? Alors là, oui, c'est un chien que j'ai photographié opéré en Yvelines. Le décor, c'est Monument de Vallée aux États-Unis. Et le cow-boy, je l'ai pris à Cody, dans le Wyoming. Hein. Donc voilà, c'est un montage. C'est un montage. Montage de plusieurs photos que vous aviez faites. De plusieurs photos, plusieurs prises de vue que j'ai. Voilà, donc c'est bien. Hein. Non, mais c'est génial. Alors il faut, je rajouterai parce que je vais laisser Jackie expliquer, c'est que le montage photo existe depuis des années. Il suffit parfois d'aller en Arles quand on regarde les photos qui ont été prises en URSS sur la place Rouge où on voyait des gens arriver et disparaître comme ça. Oui. Donc ça existait. Sous Staline, on faisait disparaître des gens sur les photos. Voilà, c'est officiel. Donc, on continue. Alors celle-ci a été faite dans la passerelle ici à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Le personnage, c'est un portrait de mon épouse, et j'ai rajouté un bulldog. Donc bon. Elle était ravie. Oui, pas tout à fait, mais bon, disons que c'était assez intéressant, disons, de faire ça dans la non, c'est bon, parce que c'est une mise en scène. C'est vrai que la grosse difficulté, c'est d'avoir l'idée et de savoir comment on va composer d'images. Parce que il y a plusieurs éléments. Il y a le décor, il y a le personnage, l'attitude, il y a la lumière. Et tout ça doit être travaillé pour faire quelque chose de cohérent. Hein. Absolument, oui. Il faut que ça ait l'air naturel, même si on sait très bien que c'est pas naturel. Absolument, mais il faut comme on le disait tout à l'heure sur Hitchcock, quoi. C'est vrai que voilà, on peut aller voir dans les détails et trouver des choses. Alors ça c'est donc cette série de Human Dogs. Ah bah oui, voilà, ça c'est le Policeman. Alors un policeman à Hanoï, devant le mausolée Ho Chi Minh. Alors en réalité, le policeman, je l'ai pris derrière dans le petit jardin que l'on voit au fond, et puis je l'ai ramené devant. La tête de chien, c'est un chien que j'avais photographié en Chine. Et donc là, j'ai fait ce petit montage et la cohérence dans l'attitude, dans la lumière, voilà. C'est des pardon. Et ça, c'est un autoportrait pendant une manif, boulevard Voltaire. Ah oui, il y a une manif. Ouais, celle-là, elle est d'actualité. oui, bien que je l'ai faite il y a longtemps, mais c'est vrai qu'elle est d'actualité. On peut la ressortir. Et le chien, j'avais pris la tête de chien en Argentine. Et donc. Voilà, c'est sorti de photos que vous avez fait vous-même. C'est des photos qui mesurent combien? Disons que l'exposition, les photos sont de format, A3 à A1. A1, c'est déjà assez grand. Hein. Oui. Donc j'en ai beaucoup en A2. Celle-ci, par exemple, dans l'exposition, est en format A1, c'est-à-dire c'est un 60-80, si je me souviens bien. Oui, c'est une grande photo. Alors ça, c'est donc cette série Human Dogs. Il y a aussi une série sur les cartes postales. C'est pas sur les cartes postales. Alors ça c'est lorsque je fais une exposition, j'ai des cartes postales à disposition. D'accord. Là il y a presque toute ma série. C'est toute la série. Alors et dedans, alors si on va zoomer, il y a vous êtes très fasciné par les États-Unis. Alors bon, c'est mon principal sujet. Alors j'ai beaucoup travaillé sur la route 66 que j'ai parcouru 5 fois la route 66. Ah oui. Les grands parcs, depuis 40 ans, j'y vais presque tous les ans. Hein. Donc je connais cette région-là. Et dans ma vie antérieure comme ingénieur, j'allais très fréquemment à Phoenix. Oui. Et Phoenix est au cœur de tous ces paysages. Donc j'avais l'occasion d'aller visiter le Grand Canyon, Monument de Vallée, Bryce Canyon. Qu'est-ce qui vous fascine? C'est une région tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire vous faites quelques kilomètres. Et vous avez des paysages totalement différents, hein, 200, 300 kilomètres, et vous passez du Grand Canyon à Monument de Vallée, et ça n'a rien à voir au niveau paysage. Et puis c'est monumental aussi. Et c'est monumental, voilà. La lumière, moi j'y suis allé plusieurs fois dans chaque parc, la lumière est toujours différente. Alors la lumière, pour un photographe, c'est important. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Donc le plus difficile après, c'est de choisir le résultat lorsqu'on a... Moi, j'ai pris des milliers de photos dans ces coins-là. Et le livre, il y a 100 photos. Et alors, le livre, c'est dans les pas d'Ansel Adams, c'est ça? Hommage dans les pas d'Ansel Adams. Alors, dites-nous qui est Ansel Adams. Alors, Ansel Adams, c'était un photographe du siècle dernier qui n'est jamais sorti des États-Unis, sauf dans les années 70. Il avait été invité par les Rencontres d'Arles et il a eu sa première exposition en dehors des États-Unis. Et c'est là où j'ai découvert tous ces grands parcs dans le travail de ce photographe. Il est mort dans les années 80 et c'est à cette époque-là que j'ai fait mes premiers voyages aux États-Unis, c'est-à-dire il y a eu une quarantaine d'années. C'est une rencontre posthume presque. Oui, c'était rencontre
posthume et toutes mes photos sont un hommage, un tribute to Ansel Adams, et que j'ai appelé Dans les pas d'Ansel Adams. J'ai été partout où il avait photographié, mais j'ai été un petit peu plus loin parce que j'ai fait beaucoup plus. Vous avez continué un peu son travail d'une certaine façon. Pas tout à fait. J'ai pas tout à fait le même niveau. Il travaillait à la chambre 13-18, 20-25, la chambre grand format. Mais c'était tout à fait étonnant parce que il y a un siècle, il y a 50, 60 ans, c'était pas évident de voyager dans ces régions-là. Les accès dans les parcs étaient beaucoup plus compliqués. Le matériel était beaucoup plus lourd, beaucoup plus compliqué à mettre en place. Donc, c'était tout à fait intéressant la manière dont il a visité tous ces parcs. Et il a inventé quelque chose qui était important en argentique, c'était le zone system. C'est un système d'exposition à la prise de vue et une manière de développer les plans films. Et c'était quelque chose qui a été très utilisé il y a quelques dizaines d'années. J'ai d'ailleurs un ami, Pierre-Yves Mahé, directeur de l'école Spéos, une école de photo à Paris, qui a écrit un excellent bouquin sur le zone system où il explique en beaucoup de pages comment ça fonctionne. Mais ça, c'est pour les photographes. C'est pour les photographes, c'est-à-dire, en deux mots, on expose sur les basses lumières et on développe sur les hautes lumières. Voilà, j'ai tout dit. Non, mais c'est intéressant ce qu'il dit dans l'explication qu'il en fait, parce que même aujourd'hui, à partir du numérique, je vais dire, on peut appliquer pratiquement les mêmes règles pour éviter d'avoir des grandes masses, si tu veux, qui sont, où il n'y a pas de détails, quoi. Et l'exemple qu'il disait, tu photographies un tas de charbon, c'est noir, mais tu vois bien les boulets. Voilà, c'est ça. Oui, donc, voilà, c'est l'exemple qu'il donne et qui. Alors moi, ce que je rajouterais à ce que vient de dire Jackie, c'est que photographie, c'est écrire avec la lumière, quoi. Donc, si on parle de l'étymologie du mot, photos, lumière, graphie, lumière. Donc voilà, c'est ça. Et je laisse Jackie continuer. J'ai déjà beaucoup parlé. Il faut qu'on parle un peu de vous, Claude, parce que sinon on n'a plus beaucoup de temps. Ce que tu présentes là, les photos des événements dans le ciel, c'est quand même aussi, c'est un sacré travail de la part de Jackie en termes d'amélioration de l'image qu'on voit, parce que quand tu as des hautes lumières comme le soleil ou la lune, c'est pas très évident si tu veux de faire des photos qui tiennent bien la route. Donc, alors là, il y a beaucoup de photos. J'ai des amis en Norvège et j'y vais assez souvent. Oui. Faut dire que je suis un grand voyageur. Oui, j'ai fait beaucoup de pays. Et la Norvège, c'est riche au niveau des aurores boréales. Il y a la Voie lactée aussi, qu'on voit pas très très bien. C'est à Monument de Vallée. D'accord. Il y a la grande éclipse de 2017. 2017, et là au mois d'octobre j'y retourne parce qu'il y a une éclipse au mois d'octobre, donc qui est une éclipse annulaire, c'est un peu moins intéressant. Vous retournez où? Dans l'Ouest américain, dans l'Utah, où passe cette éclipse. Et puis il y a une éclipse de lune que j'ai photographiée dans mon jardin, donc voilà. Et la photo que tu as juste au-dessus de ton texte, la Sky Event, c'est où ça? C'est en allant vers Moab, dans l'Utah. C'est un lever de lune sur une arche qui est au bord de la route, lever de lune avec deux personnages qui étaient grimpés jusqu'à la base de l'arche et qui se trouvent devant la lune. Là, c'est pareil, c'est un petit peu le cadeau que l'on peut avoir parfois. Ouais. Et celle qui est à gauche de celle-là avec le vert. Alors ça, c'est une aurore boréale dans les îles Lofoten en Norvège. En Norvège, c'est magnifique, hein. C'est vrai que c'est presque de la recréation d'un point d'impression, alors que c'est de la nature là. C'est la nature. C'est au niveau du cercle arctique et on a des nuits qui sont très riches avec les aurores boréales. Il y a d'autres nuits où il se passe rien. C'est un petit peu la chance aussi.
Alors Claude, il faut qu'on parle, parce qu'il ne reste plus, je voudrais beaucoup de temps. On ne va pas avoir le temps de parler de votre travail. Hein, je voudrais quand même parler du travail de Jackie, parce que je l'ai invité aussi pour ça, parce que le travail photographique qu'il a fait, la présentation de son exposition au Prisme, il faut vraiment aller voir ces images. Il a pris le temps de développer sur des papiers japonais, etc. C'est vraiment une exposition qu'il faut voir, parce qu'elle est digne des plus grands photographes. Au mois de septembre à Rambouillet. Et au mois de septembre à Festifphoto. Ici, alors que le Prisme, d'ailleurs, s'est rénové complètement. Ah oui, c'est un endroit très sympathique. Il y a une belle programmation, il y a un restaurant, il y a du piano jazz, c'est vraiment très sympa. Alors Claude, on a quelques minutes encore pour parler un petit peu de votre travail. Alors vous avez apporté quelques photos. Alors celle-là. Alors ça, c'est une photo que j'ai fait à comment ça s'appelle, dans l'Aubrac. C'est l'Aubrac, hein? Le jour de la transhumance. De l'estive, pardon. D'accord. C'est l'estive, c'est le départ des troupeaux, vers les montagnes. L'estive, c'est un événement qui se situe sur la fin du mois de mai, quand les propriétaires de troupeaux montent les bêtes pour passer. C'est la marche vers l'été, non, l'estive? Vers les plateaux d'Aubrac, pour qu'ils puissent se nourrir tout l'été. Donc voilà. Ça, Là, il y avait des personnages, et après, on va voir des paysages. Oui. Qui sont magnifiques, évidemment. Hein. Moi, c'est une photo que j'ai faite le soir au coucher du soleil. Après le coucher du soleil, lorsque ce qu'on appelle l'heure bleue arrive, si tu veux, sur les paysages. L'heure bleue, pour la situer, c'est à peu près 1 heure après le coucher du soleil. Vous parlez du silence de l'espace, hein, à propos de l'Aubrac, parce que c'est ça, et ça, on ressent évidemment ça. Moi, je suis impressionné par ces paysages qui sont immenses, où quelque part tu te retrouves avec toi-même face à l'immensité de ces paysages. L'immensité de la nature, oui. Et j'ai organisé plusieurs fois des reportages sur la transhumance. Montrer les troupeaux, c'est bien, mais ce qui était intéressant, c'est surtout montrer tout ce qui se passe autour. Tout ce qui se passe autour. Donc ça, c'est l'Aubrac. Alors celle-là en noir et blanc. Oui. Pourquoi le noir et blanc, de temps en temps? Je trouve que ce serait pour moi une facilité de manière à avoir une série cohérente. Oui. Parce que comme des photos, on va en prendre sur plusieurs mois, plusieurs voyages. Après, pour retrouver les bonnes couleurs, la balance colorimétrique, c'est beaucoup plus intéressant. D'accord. Alors après, ça c'est donc toujours l'Aubrac. Je crois qu'il y en a 1 ou 2 photos sur Versailles. Oui. Alors ça c'est plutôt c'est des promenades, hein. Non, c'est pas que des promenades. Non, c'est plus que ça. C'est pas que des promenades, c'est plus que ça, parce que d'une part j'habite Versailles, ça m'est très facile d'aller dans le parc du château, mais c'est aussi pour ressentir ce que ce personnage qui était Louis XIV a fait, donc quand il est devenu roi, bien sûr, en 1643 à la mort de son père, si tu veux, donc de voir ce qu'il a fait, parce que il fallait quand même comprendre que la France était fracturée suite aux guerres de religion, et que lui, il a essayé de construire ce pays, d'en faire un État. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai fait plusieurs sujets, dont un sur la manière de montrer les jardins de Versailles par Louis XIV, parce qu'il a écrit 6 guides pour faire visiter les jardins de Louis XIV à ses amis. Et on peut retrouver ces livres sur Internet ou en librairie, qui va te permettre de suivre le chemin que faisait Louis XIV. Donc, voilà. Et là, j'ai fait une deuxième série que je vais montrer, c'est sur les vertus du roi. D'accord. Les vertus, il avait 14 vertus qu'il souhaitait faire connaître aux 4 coins de la planète. 14 vertus de Louis XIV. Donc, voilà. Et donc, il considérait que le continent européen était le continent le plus puissant à cette époque. N'oublions pas qu'à cette époque, on n'avait pas encore la notion de ce qu'était le 5e continent. Voilà, on ne connaissait pas le monde entier. Alors, il y a aussi une série sur est-ce que j'ai dit dire sur un peintre ou sur le musée qu'il expose? Oui, Soulages. C'est Soulages. Ouais. À Rodez, donc. À Rodez, donc je devrais avoir la chance d'exposer là-bas. Alors ça, c'est formidable. Donc ma série sur le voyage dans l'Outre-Noir.
Voilà, le voyage dans le trou noir. Alors, moi, les photos que j'ai vues, j'ai pas vu toutes les photos, mais on voit aussi beaucoup les visiteurs. Oui, c'est ça. C'est ça qui vous a intéressé. Alors, pour dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer ce que fait l'homme, donc l'homme dans son environnement, de pouvoir les observer, et pour montrer l'attitude de ces gens devant les tableaux de Soulages, où tout le monde cherche à comprendre ce que Soulages a fait. Soulages, il a fait ces tableaux à partir de la couleur qu'il recouvrait de noir, et après, avec une spatule, il donnait des stries dans ses tableaux pour faire ressortir la couleur qu'il avait mise au départ. C'est ce qu'on dit, il a montré que le noir était une lumière aussi. Voilà. Et puis, pour quand même parler de la lumière, il faut se rappeler que Soulages, c'est lui qui a refait les vitraux de l'abbaye de Conques. Absolument. Donc, justement, où il a voulu refaire entrer la lumière dans l'abbaye de Conques. Et on rappelle qu'il est mort il y a très peu de temps. Non, c'est au mois de décembre 2022. Absolument. Donc, voilà. 100 ans, quel âge il avait, 103 ans 102 ans. 102 ans. Donc, ça veut dire que l'art conserve. Oui. Et donc... espérons. Ironie, il avait 99 ans. Et Sabine Veil, c'est mort, elle avait 92 ans. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Vous avez de l'espoir. On a encore quelques années devant nous. Et donc, on pourra voir dans quelques mois vos photos au musée. Enfin, une partie de mes photos, parce qu'ils vont d'après ce que m'a dit le conservateur, ils vont montrer beaucoup plus de choses. Au musée Soulages à Rodez, ce qui est formidable. Donc voilà, c'est un plaisir quand même qui est agréable. C'est une reconnaissance. C'est assez amusant. En parlant des expositions, la première quinzaine de juillet, mes chiens, mes Human Dogs, seront au Festival de l'île de Ré. Très bien. Donc voilà, c'est une occasion pour ceux qui passeront par là en vacances. Génial. Donc ça sera exposé là-bas pendant ce festival. Merci beaucoup Jacques Bertin, merci beaucoup Claude Chose. Merci à On aura l'occasion de reparler, oui. Et de reparler de Soulages parce que c'est intéressant quand même. Mes photos sont prêtes. Quand les photos seront accrochées. Pour les accrocher. Mais bon, il faut que je discute maintenant dans quelles conditions. Et je vais avoir une exposition aussi sur le marché de l'Essac. D'accord. Mais on va l'occasion d'en parler puisque vous reviendrez régulièrement à nous parler de photos. Mais ça serait bien que, comme je disais... On va faire ça. On va faire quelque chose. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de ton accueil, Patrice.